Bon alors, du coup, nous on se connaît maintenant un peu tous, mais pour peut-être resituer un peu, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour que chacun se présente et parle du film en fait qu'il a accompagné là pendant le festival. Et du coup, je commence. Moi, je m'appelle Raphaël et je suis productrice. Je suis venue présenter Transfariana, un film de Joris Lachef. Et c'est son troisième film. Et c'est un film qui parle d'un moment de convergence des luttes entre les FARC en Colombie et la communauté trans de Bogota. Voilà. Et c'est le troisième film que j'accompagne en production. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un peu quel a été ton travail à toi sur ce film-là précisément? Oui, c'est une situation un peu particulière parce qu'il y avait une productrice qui s'appelle Lynn Perron qui produisait ce film à la base. Et moi, je suis arrivée, il y avait tout le tournage qui était fait, il y avait déjà le montage qui était commencé et pas mal de financements qui avaient été trouvés. Donc moi, j'ai accompagné vraiment tout le montage et la post-production et encore de la recherche de financement pour compléter le budget. Voilà, et du coup c'est vrai que je n'ai pas accompagné l'écriture du film ni le tournage, mais l'écriture du montage de manière générale et en particulier sur ce film, c'était un long travail assez passionnant aussi. Et puis en plus à Mujo, comme c'est un collectif de réalisateurs et techniciens, il y a quand même beaucoup de travail collectif aussi et de réflexion sur les projets en cours. Donc voilà, c'était aussi assez riche de discussions sur la forme qu'était en train de trouver ce film. Voilà, puis après c'est le moment où le film est fini, on essaye de trouver dans quel festival, enfin la fameuse stratégie festival. Et puis essayer de se dire aussi, ce film a peut-être un potentiel pour sortir en salle et comment trouver des diffuseurs. Voilà, donc pour ce qui est des festivals, en fait le film a été sélectionné à la Berlinale 2023, là, cette année, au Panorama. Donc voilà, comme premier festival, c'est quand même royal. Et puis on a trouvé un vendeur international qui s'est engagé sur le film juste avant la Berlinale. Donc ça c'est super pour que le film puisse être diffusé en festival et vendu dans d'autres pays que la France et la Colombie, puisque nous on s'occupe de ce territoire-là. Et puis en même temps il y a Arte La Lucarne qui s'est positionné sur un préachat sur ce film, pas sur la version qu'on voit en festival et qu'on aimerait voir sortir en salle, mais sur une version plus courte de 1h40. Voilà, et puis du coup ça fait quand même une diffusion et une vraie visibilité. Et puis après il y a d'autres festivals qui ont pris le film, donc Corticadoc. Et puis voilà, on est encore en recherche de distribution, mais c'est bien, ça commence. Enfin, on ne désespère pas, on sait que ça prend du temps, on sait que les films ils passent au moins 1 an en festival et que ça fait partie aussi de ce moment-là où le film il trouve son circuit de diffusion et sa place dans le paysage. Donc voilà, on profite de ce moment-là. Et puis le film va sortir en Colombie. Et Joris, le réalisateur, est d'ailleurs en Colombie pour présenter le film dans un festival et pour accompagner la sortie en salle avec les protagonistes du film qui habitent à Bogota, du coup, entre autres. Voilà, donc du coup c'était moi qui étais missionnée pour venir accompagner le film à Corsicadoc. Comme ça on peut parler de production. Aya. Oui, du coup, le film Nos îles, un court-métrage de 23 minutes que j'ai tourné en janvier dernier et que j'ai terminé en juin, qui se passe en Martinique. Je suis un groupe de jeunes de 18 ans. Voilà. Et c'est ton deuxième film? C'est mon troisième court-métrage. Troisième court-métrage.
et tu l'as fait dans le cadre du Frénois, celui-là ou pas? Oui et non. Enfin, j'ai commencé à travailler dessus il y a 3 ans avec une boîte de production. Ok. Et puis les financements étaient compliqués, mais aussi parce que j'ai une manière de travailler qui est pas. Enfin, je dépose pour des fictions, mais j'ai une écriture plus documentaire qui est vachement sur l'improvisation. Et du coup, ça passait moyennement avec les guichets comme le CNC. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tenté le Frénois pour le faire comme je voulais, très rapidement. Et voilà. Ok. Toi, François? Ah, c'est à moi. Eh bien, moi, je suis François Charles. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai 39 ans. Je suis de Bastia. Ton film. Ah, mon film s'appelle OPD. C'est un court moyen-métrage de 36 minutes. Qui est une immersion dans le milieu gay, corse, en Corse et dans la diaspora corse. Voilà, c'est une enquête qui m'a pris 5 ans et qui est coproduite par Providence et par All About Film. Parce que qui est coproduite par Providence et All About Film. Ça, c'est la boîte que j'ai créée moi parce qu'après les productrices ont accompagné le film pour le développement et la production, mais elles ne pouvaient plus s'en charger pour la post-prod et la diffusion. Donc voilà, j'ai aussi passé le pas de la production pour le terminer, pour le diffuser. Mais bon. Pourquoi tu avais besoin de créer cette boîte de prod? Parce que j'ai réacquis les droits du film, parce que tout simplement j'ai deux productrices qui après s'en sont détachées tout simplement. Donc il fallait terminer, voilà, il fallait clarifier les choses. Donc voilà, donc j'ai cette double casquette en fait de réalisateur et coproducteur du film. Et tu as coproduit que ton film a... Oui, là c'était vraiment pour en avoir la maîtrise pour toute la suite de la vie du film en fait. Pour avoir les mains un petit peu plus libres, même si elle reste attachée, qu'elles m'ont accompagné dans les premières étapes qui étaient essentielles. Pas de film sans Providence, sans Laurence Raymond et Emmanuel Arrigue. Mais voilà, il fallait que je puisse avancer tout simplement. Donc voilà, ce que je peux en dire. Ok. Moi je suis Léonore Bassini, je suis productrice et réalisatrice. Et là c'est mon premier film que j'accompagne en tant que réalisatrice. Donc c'est un long métrage de 76 minutes en immersion dans une famille musulmane en Inde, au Gujarat. Donc c'est dans le nord-ouest de l'Inde. Et c'est une famille qui a survécu à un pogrom anti-musulman il y a 20 ans. Et moi j'ai suivi pendant 7 ans les deux jeunes sœurs, donc de l'adolescence à l'orée de l'âge adulte. Voilà, au fur et à mesure des années. Et en toile de fond, on a l'évolution politique du pays. Voilà. Et c'est un film, c'est mon premier film. On l'a montré à Locarno début août, et puis à l'USAS, déjà. Et donc là, c'est le 3e festival. Et qu'est-ce que je devais dire d'autre? Non, voilà, c'était... Et par contre, tu disais que tu es productrice et réalisatrice Oui, c'est ça. sur ce film-là. Alors sur ce film, je suis que réalisatrice. Ouais. Mais sinon, je suis productrice. Voilà, on a fondé en 2016 une société de production qui s'appelle Brillade Film, qui fait que du documentaire de création et avec lequel on travaille en binôme avec mon associé Claire Babani. Et donc, on travaille à deux en tandem sur tous les films. Et jusqu'ici, on en a produit près 8. Donc voilà, pour le cinéma, la télévision, les plateformes. Donc tu avais déjà une expérience de production avant d'arriver à la réalisation. Tout à fait. Et comme mon film, j'ai mis 8 ans à le faire, en Ouais. réalité, au moment où j'ai fondé la société avec mon associé, il y avait déjà ce projet en écriture. Et toi, François, tu as dit que c'était dans ta filmographie, c'est ton premier film au télé? C'est mon 3e film. J'avais fait une série documentaire, donc c'était une co-réalisation, on était 5 réalisateurs. C'était deux fois... j'en ai fait. C'était un 10x26 ou 10x52, je sais plus. Mais c'est mon 3e film. Et même vraiment mon premier film d'auteur, puisque la série doc, c'était vraiment pour la télévision, en région. Donc là, c'est vraiment le film le plus personnel, en fait. Le plus engagé, le plus politique. Voilà. La série documentaire, c'était une commande, en fait, à laquelle j'avais répondu, tout simplement. Donc voilà. Ouais.
Alors maintenant qu'on a fait un peu l'état des lieux, cette table ronde avec cette question qui est de comment on produit des premiers films, c'est un sujet qu'on aborde chaque année parce que c'est un sujet qui évolue et qui nous tient beaucoup à cœur. Donc la question c'est un peu justement comment on produit ces premiers films-là que vous avez produits ou réalisés ou produits et réalisés. Voilà, donc selon votre expérience là avec le film que vous apportez à Corsica Doc. Enfin, je sais pas, je te regarde, mais ça peut être aussi, on peut. Parce que je sais qu'il y a des films qui sont aussi un peu accompagnés, peut-être soit avec une école, soit avec Eurodoc, essayer de brasser tout ça et de voir comment on fabrique en fait ces premiers films. Alors c'est un projet, donc moi mon tout premier repérage ça date de 2015. Je suis repartie dans le quartier où avant j'avais fait une enquête de terrain pour faire mon tout premier repérage. Et je suis ressortie de ce repérage, donc c'était un tout premier, donc sans financement, avec une idée de film, avec un personnage principal, à travers lequel j'ai déposé une demande d'aide à l'écriture à la Bourse Brillant d'un rêve, de la SCAM, tout en sachant un petit peu intimement que mon personnage principal, je trouvais qu'il n'était pas forcément peut-être assez fort. Je doutais un petit peu du personnage principal. C'était les personnages de maintenant ou c'était d'autres? Non, c'était d'autres. D'accord. Mais du coup, j'ai vraiment essayé d'imaginer quand même mon film rêvé à travers ce personnage-là, puisque je sais très bien que quand les lecteurs lisent les dossiers de films, ils s'intéressent plutôt à ce que le réalisateur cherche, plutôt qu'à ce qui est vraiment réel, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'au stade de l'écriture, ce qui les intéresse, c'est un regard, une direction, une envie, un désir. Et je savais que je pouvais quand même construire un premier projet de film autour de ce personnage-là quand même, tout en assumant l'idée qu'avec une bourse de repérage, je pouvais revenir, réouvrir tout ça. Donc ça, voilà, cette stratégie a fonctionné. Donc la SCAM a été vraiment hyper importante dans ce projet-là. Surtout qu'à ce moment-là, premier film, on est jeune, on ne sait pas trop où on va. Donc ça a été vraiment décisif pour se donner un peu plus de légitimité pour retourner. Et voilà, donc j'ai complètement ouvert mon repérage. Donc le personnage principal c'était le principal d'une école qui avait été ouverte après les pogroms de 2002 dans le quartier musulman dans lequel je voulais faire le film. Et donc à travers cette école, j'ai rencontré des étudiants, des professeurs, etc. J'ai complètement ouvert les choses. Donc là, j'ai trouvé mes personnages. Et à partir de là, j'ai fait une nouvelle proposition avec quelques images. Et donc là, le film tournait autour de Sophia, donc la cadette. Donc, mon film, c'est autour d'une famille et puis deux sœurs. Là, c'était vraiment autour de la cadette, c'était le personnage principal. Et avec et en retravaillant plus tard, donc en France, au retour, en regardant les images avec du recul, etc., je me suis dit qu'en fait, la relation entre les deux sœurs était peut-être plus intéressante. Donc voilà, toujours ce processus entre le terrain et ensuite le recul, l'écriture, permet de faire mûrir en fait vraiment le projet de film. Et c'est ça que j'ai déposé au CNC, au FAIA, au Fonds de soutien au Fonds de l'innovation, au FAIA, du CNC. Et donc je l'ai eu au deuxième coup, pas du premier coup, au deuxième coup. Et ça, voilà, c'est quand même c'est très compétitif, mais ça aide beaucoup parce qu'ensuite ça ouvre sur l'aide au développement, ce qui m'a permis de repartir, et cette fois avec un petit peu plus de budget et avec un chef opérateur. Donc voilà, donc à ce moment-là j'ai pu faire des repérages avec une équipe, quoi. Et donc à partir de là, on a eu l'aide au développement de la région sud, parce que moi j'habite à Marseille, donc ça nous a permis d'avancer. On a eu la même année Eurodoc, donc on a bénéficié de cet accompagnement-là, ce qui permettait aussi un peu de nous structurer, Claire et moi, parce qu'on travaillait en binôme sur tous les projets, puis il y avait ce projet en plus, et on fonctionnait un peu différemment, comme là on séparait vraiment. Ça nous a donné vraiment une structure pendant une année. Et parce que du coup, Claire produisait ton film. C'est ça, ouais. Là sur ce projet on a vraiment divisé. Et donc elle a pu pitcher le projet, donc à ce moment-là on avait déjà un teaser, et que Eurodoc nous accompagne dans tout ce processus en fait. Et elle a pitché notamment à plusieurs chaînes, notamment la RTS. Suisse donc. Steven Hartels et Gaspard Lamounière, donc la Suisse. Ouais.
qui s'est engagé sur le projet quelques temps après. Donc c'est les premiers à être venus sur le projet. Et en France, on n'avait toujours rien. Donc à un moment donné, on a hésité. On s'est dit, bon, si on ne trouve pas de chaîne, parce que les cases des chaînes en France, il y a peu de cases sur les sociétés internationales avec des personnages vraiment incarnés, quoi. C'est assez rare. Donc voilà, on n'avait pas de réponse. Et au final, au dernier moment, vraiment quand on allait choisir la piste cinéma, au dernier moment, on a eu la réponse positive de 25 nuances de doc. Donc David Daniel qui s'est positionné sur le projet et à partir de là on a pu financer le film en télévision. Donc le CNC, le Fonds de soutien audiovisuel, nous a beaucoup aidé, il a beaucoup soutenu le projet. On a eu l'aide à la production de la région Sud qui a suivi. Et puis à partir de là on a pu commencer vraiment à tourner. Et à la fin on a eu tout au bout Al Jazeera Documentary pour une version 52, mais ça c'était vraiment assez récent, ça date du mois de juin. Et Lyon Capital TV également. Mais c'est-à-dire que, est-ce qu'à la toute base, quand tu parles de tes repérages, tu es en autoproduction, du coup, et est-ce que tu savais déjà toute l'aventure de production que tu allais faire après, ou tu savais que tu allais essayer de le produire, etc. On avait notre société, donc ça faisait partie des projets qu'on avait. Après, chaque projet est un prototype, donc chaque projet trouve son chemin, ses financements, ses partenaires. Là, on a eu quand même Eurodoc nous a beaucoup aidé au début. La SCAM, vraiment, encore j'insiste sur l'importance des aides à l'écriture au tout début, parce que c'est rare. Et c'est compétitif, quoi. Enfin, il faut vraiment que les repérages aient été faits. Il faut donner de soi beaucoup au début d'un projet pour que ça ait une position solide. Donner de soi et déjà de l'argent, du coup. Absolument, complètement. Oui, c'est ça. Et puis on n'a pas forcément de matériel, puis on ne sait pas faire grand-chose en fait. On part tout seul, on n'a pas de matériel adapté. Je me rappelle mon premier repérage, j'avais réussi à emprunter une boîte, une Blackmagic avec des batteries mais énormes, 3 fois trop lourdes. J'avais beaucoup trop de kilos de matos sur moi et j'étais toute seule. Mais bon, après on apprend au fur et à mesure. Ça fait partie un peu de l'aventure. Mais je pensais pas que ça allait être si dur, même jusqu'au montage. Le montage aussi a été une étape. Ça a duré 8 mois et encore je trouve que ça va parce qu'il y a des films qui se trouvent encore avec plus de temps, qui sont plus durs encore. Mais il y a des phases un peu, où on est un peu dans l'obscurité, on sait plus. Donc il faut pas lâcher, il faut aller au bout, faut pas se précipiter, il faut attendre, faire des pauses quand on a besoin de temps. Ça c'est vraiment important. Donc non, je savais pas forcément que ça irait, ça prendrait autant de temps. Mais je regrette pas, voilà. Ce qui aurait été difficile, c'est que le film n'ait pas de visibilité derrière, en fait, ça aurait été dur. Mais bon, là, comme il y avait quand même ces partenaires-là, 25 millions, c'était déjà bien, quoi. Et il a une sortie prévue en salle ou pas? Non, on n'a pas évoqué encore, non, on n'a pas forcément évoqué ça. Là, il va passer à la télévision sur France Télé. D'accord. Je pense que ça dépendra beaucoup de la carrière en festival. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais pourquoi pas si on continue à faire surtout le festival. Ok. Et toi? On repart du tout début, c'est ça, de comment On parle de l'expérience de production, comment reproduire un premier film. Alors, OPD est né d'une discussion et d'une réflexion, parce que moi je travaille aussi en tant que technicien du cinéma, en tant que chargé de figuration, beaucoup. J'ai été assistant de casting pendant des années. Et donc, après un long métrage, j'avais bossé comme chargé de figuration. J'avais discuté avec des amis réalisateurs, producteurs du monde de la culture, de ce qui pouvait me manquer dans le panorama des représentations pour la Corse, en fait. Étant Corse, étant homosexuel, il n'y a jamais eu vraiment de documentaire fouillé sur la question. Donc voilà, je suis parti sur ce film et je commençais à mener une enquête tout simplement à partir des applications de rencontres, à partir de Grindr, tout ça, et puis pour me rendre compte que ça allait être très très compliqué d'amener les mecs à parler en fait de ce qu'ils étaient, de leur sexualité. Et donc voilà, je suis rentré dans l'écriture de ce projet à ce moment-là. Donc nous on a demandé une aide à l'écriture,
L'aide à l'écriture, je l'avais demandé tout seul d'ailleurs. C'est ça, il n'y a pas de nous à ce Non, moment-là. non, il n'y a pas de nous. Là, c'est tout seul en tant qu'auteur, une aide à l'écriture à la région Corse, tout Ouais. simplement. J'avais demandé Bouillon d'un rêve, mais que je n'ai pas eu. Donc voilà, là on développe une première idée qui se transforme au fur et à mesure. Et puis après, il y a des productrices qui sont rentrées. J'étais en discussion avec plusieurs producteurs. Et ces productrices-là sont arrivées chez Providence. Donc là, on a pu déposer une demande d'aide au développement à la région de Corse. Et donc là, après, je ne me rappelle plus parce que c'est loin maintenant. Après le développement, on a eu la production court et moyen métrage. Mais j'avais au départ signé pour un long métrage. Le film partait vraiment beaucoup plus largement que la forme qui en est sortie, puisqu'il y avait un volet plus expérimental avec des performances drag, il y avait des archives que j'avais retrouvées. Et voilà, c'est vrai, effectivement, je pense que le film était un patchwork avec les témoignages, etc. Et ça ne marchait pas pour des demandes d'aide à la production extérieure à la Corse, par exemple chez CNC Central ou ce genre de choses, on n'y arrivait pas, quoi. Donc on n'a eu qu'un budget finalement de court et moyen métrage. Et donc c'est ce qu'il en est sorti, c'est-à-dire on a évacué tout l'aspect plus historique avec les archives, l'aspect plus expérimental, pour ne garder que la substantifique moelle des témoignages, sachant que donc pour réaliser OPD, ça m'a pris 5 ans. J'ai interviewé, je pense, une cinquantaine de mecs et une trans. Mais pour en avoir 50, j'ai dû demander à 100 ou 150 par exemple, qui ont refusé de témoigner. Et sur les 50 que j'ai réussi à avoir, c'était 40 environ qui ne témoignaient qu'à la condition de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on ne les reconnaisse pas, on ne les identifie pas, que les voix soient maquillées, qu'ils n'apparaissent pas à l'image. Et sur ça, il y en avait une dizaine qui ont accepté de porter un témoignage à visage découvert face à une caméra. Donc ça dit aussi ça, quelque chose du réel en fait, de ce que c'est. Et puis bon, moi j'ai donc sillonné toute la Corse et je suis aussi parti dans la diaspora corse sur le continent, c'est-à-dire Paris, Marseille, Bordeaux, là où des Corses homosexuels voulaient bien me parler. Donc ça c'est pour la recherche et l'écriture et l'enquête en tant que telle. Mais du coup, ce que tu dis, je ne sais pas si pour les autres ça a été pareil, mais ça veut dire que la production a vraiment influencé l'écriture de ton film, sur la forme finale de ton film. Ah oui, bah oui, parce qu'on a fait... Très vite en fait. Ah ben c'est-à-dire qu'à un moment donné, ah oui, non, je crois qu'on a monté le film en 4 semaines en fait, parce qu'on n'avait pas de budget. J'avais énormément de matière qu'il a fallu. Et c'est là que les productrices et le monteur, Jean Coste, on dit bon écoute, de toute façon on ne pourra pas faire ce que tu veux faire, donc réduit et garde. Et c'est là que j'ai tranché, parce qu'au départ j'avais livré une espèce de 52 minutes, je m'étais dit bon on fera peut-être un montage pour la télé, puisque je me disais bon France 3 Corse sans doute ça intéressera à ce projet, oui France 3 Corse. Mais finalement on a encore réduit pour garder les témoignages les plus urgents, enfin, ceux qui dénotent d'une urgence politique. Donc voilà, et c'est en ça que c'est un film à la fois personnel et à la fois politique. Mais il a trouvé sa voie, je dirais, sa forme finale tout seul et pour des questions aussi bêtement matérielles, tout simplement. Donc là, c'est sa 3e sélection en festival, première sélection en compétition. J'ai été plutôt chanceux sur les festivals en Corse et maintenant, l'objectif serait qu'il sorte aussi, qu'il voyage en dehors de Corse, dans les réseaux de festivals LGBT, mais pas que, ce serait bien qu'il voyage hors circuit LGBT aussi. Et vraiment, j'aimerais bien qu'il voyage hors Corse. Ce serait le but. Et potentiellement, oui, je pense qu'une destination télé à la fin, ce serait la case finale en fait. De toute façon, sur ce format-là, c'est compliqué d'imaginer. Oui. Ouais. Après, on réfléchit même plus, j'ai même pas réfléchi vraiment en termes de production, d'où est-ce qu'il pourrait avoir une destination. L'idée, c'était vraiment d'accoucher d'un récit en fait, et que le film existe, tout simplement. C'était combien le budget de ce film-là? Je restais 50 000 €. 50 000? Ouais. Si tu prends l'aide à l'écriture, je sais plus combien c'est, mais Dev c'était 10 000 et je crois qu'on a eu 40 000 d'aide à la prod pour les moyens métrages. Ouais. Ok. Il y a juste un truc, c'est que tu as lancé la production en même temps que l'écriture? Non, on a fait toutes les étapes. Ouais, c'est ça. D'abord réflexion, ensuite première mouture d'écriture. Donc là, tu as l'aide à l'écriture, tu retravailles ton scénario, ton intention. À partir de cette base-là, comme tu as été déjà au guichet de la Corse, le film est dans les tuyaux institutionnels, donc ils suivent si tu veux. Donc là, développement, ça nous a permis de partir un peu sur ces pistes un peu expérimentales, sachant que moi, tout le long, j'ai toujours fait des entretiens. C'est-à-dire j'accumulais déjà la matière de témoignages anonymes au son. Il fallait juste un budget pour monter une équipe, pour faire les entretiens à visage découvert de ces 10 personnes qui ont accepté, que ce soit en Corse, Bastia, Ajaccio, Paris, mais ça avec une équipe. Voilà. Donc on avait le budget pour monter une petite équipe rassemblée.
Oui, oui. Après le développement. Une fois qu'on a fait le développement, on avait suffisamment de rush, on savait qu'on avait la matière pour faire un montage d'un film en fait. Et voilà, après la prod a permis d'accoucher de tout ça. J'ai fait effectivement aussi à un point de blocage justement avec les productrices. Le film a été pris à Eurodoc pour la session insulaire, le groupe insulaire. Donc ça m'a aidé aussi à couper, enfin déjà à admettre l'idée que j'allais devoir abandonner des pistes, qu'on ne pourrait pas tout mettre. Donc ça m'a aidé avant de repasser au montage, puisque ça c'était... Je suis allé à Eurodoc avec la forme de 52 qui était un peu bâtarde et qui marchait pas très bien. Donc ça m'a préparé psychologiquement à l'idée d'abandonner des pistes avant de repasser à la moulinette au montage et de couper. Et après le film a bénéficié aussi de la bourse Couleur, qui est une initiative de la région Corse, qui est une bourse à l'étalonnage. Et là, ça a été à partir du moment où j'ai la bourse Couleur, et donc là, les productrices se sont pas désengagées, mais enfin, elles ont arrêté leur travail sur le film. J'ai pris la main, et je sais que le film, là, il va être, grâce à ce petit coup de pouce, en fait, on va accoucher, le film va se peaufiner, en fait, il sera prêt pour sortir, pour être visible en festival. Et le mixage, je l'ai autofinancé, tout simplement. Voilà, comme ça, paf, Bon, c'est comme ça que le film s'est fait de bric et de broc, quoi. Enfin, de bric et de broc, non, j'ai eu de la chance quand même, mais... mais voilà. Ok. Toi, Alia? Moi, c'est, je pense, mon premier film en 2019 qui était autoproduit, qui m'avait fait rencontrer du coup une boîte de production après qui s'appelle Oku et une autre qui s'appelle L'heure d'été. Et j'ai commencé à développer 2 projets avec chaque boîte. Et du coup, ce projet-là en Martinique, je l'ai développé avec L'heure d'été. Et on a budgété aussi tout le film et on a aussi beaucoup parlé en amont de production. Et je me rendais compte que j'avais beaucoup de mal à leur fournir ce qu'eux voulaient. C'est-à-dire? Un scénario, un truc très figé, mais parce que c'était une fiction. Et du coup, j'ai inventé un scénario, j'ai écrit un faux scénario sur un couple. Mais parce que si c'est loin, ça faisait 10 ans que je n'étais pas allée. Du coup, c'était aussi très fantasmé, je ne savais pas trop quoi dire avec tout ça. Et puis, il y a ce truc où la première chose que je veux quand je fais un film, c'est filmer un endroit, un lieu. Et du coup, mon premier, c'était à la Grande Motte. Et là, je voulais juste faire un film en Martinique, mais je ne savais pas exactement quoi. Et je savais quel sujet je voulais toucher, mais après, les êtres humains dedans, c'était un peu... je ne savais pas quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On a essayé longtemps, on a fait des dépôts. Je suis partie en repérage toute seule pendant 10 jours, mais on n'avait pas du tout de budget à l'époque. J'ai fait seule, quoi. T'as pas été accompagnée pour ce repérage? Non, ouais. J'ai fait des photos. Voilà, c'était sympa. Et après ça, je suis rentrée à Paris et je suis partie en résidence parce que je fais de la sculpture et de l'installation, bref, à côté. Et c'est surtout ça, cet argent-là que je préfère, où en fait c'est des institutions qui te financent pour faire de la recherche ou de la création pendant un temps donné. Donc je suis partie pendant 3 mois et 3 mois à différents endroits, mais en travaillant toujours sur les thématiques liées à la Martinique et à la matrifocalité et des choses que je voulais mettre dans le film. Et voilà, du coup c'était trop bien, ce moment de liberté. Ça m'a fait comprendre aussi ce que je voulais, comment j'aimais travailler de manière un peu chaotique et juste très autonome. Et puis j'ai eu le Covid pendant que j'étais en résidence et j'avais 10 jours à tuer, du coup j'ai tenté le concours du Frénois. Et j'étais prise avec ce projet. Et après il y a eu plein de choses qui ont changé parce qu'on est passé de quelque chose qui avait été budgétisé à 40 000 € à un budget en cash à 9 000 €. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais un budget qui était valorisé à 21 000 € avec le matériel et tout. Mais du coup, il y a plein de choses qui ont été coupées. Et je le vois plus comme un premier geste pour quelque chose que j'ai envie de refaire là-bas. Voilà, en gros. Et après, ça allait super vite. C'était très étrange. La machine Frénois est très... bien huilée. Du coup, j'ai juste parlé avec... j'avais un artiste qui me suivait pour ce projet qui
c'était Patrick Chiga. Et du coup, on a parlé jusqu'au mois de décembre dernier. Je suis partie 1 mois et demi en tournage, janvier-février, 1 mois de montage image, 1 mois de montage son, 3 jours de mixage, 3 jours d'étalonnage Ouais. et fini. Parce qu'il y a tout le matos au studio du Frunois, quoi. Ouais, et puis en fait, j'avais pas le choix, j'étais obligée de le finir avant le 15 juin. Ouais. Et puis aussi, je voulais l'envoyer au feed, et du Ouais. coup, après, tout s'est enchaîné, et il est allé au feed, et voilà. Et là, du coup, quand on est dans un endroit comme le Frénois, justement en termes de production, ça vous aide quand même beaucoup à réaliser les films. Mm. Je veux dire, comparé par exemple à Éléonore, tu vois, ou d'autres réalisateurs qui sont un peu tout seuls au départ, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr. Après, si j'avais pas eu ce projet dans la tête depuis un peu de temps avant, Ouais. ça aurait été un échec et ça aurait été trop Donc déjà, tu difficile. n'aurais pas été prise au Frénois, donc tu n'aurais pas été accompagnée. Oui, c'est sûr. Mais j'aurais pu mentir ou quoi. Enfin, inventer un projet juste pour y aller. Mais oui, c'est sûr que c'est bien. Après, c'est des budgets qui veulent pas rien dire, mais qui sont très très petits. Et le film était aussi un peu trop ambitieux dans ce qu'il était. Et voilà. Enfin, mais c'est bien que ça existe. Ouais. Ok. Et toi, Raphaël? Pour Transoriana, j'étais pas là dans toute la phase d'écriture et de tournage. Bon, je sais ce qui s'est passé quand même, donc je peux un peu en parler. Mais il se trouve que en fait, Joris, il est allé à Bogota pour montrer son précédent film, qui s'appelle Ce qu'il reste de la folie. Et c'est dans une projection dans la prison qu'il a rencontré Jason, du coup rencontré Laura et voilà. Et en fait, assez rapidement, il faisait une petite tournée en Colombie, donc du coup il est repassé par Bogota, il a parlé avec des gens et il a très vite imaginé qu'est-ce que ça pouvait être ce film, enfin la situation, le réel qui était en train de se passer. Et en fait, il est rentré et il a écrit direct. Et il a présenté la bourse de la SCAM Brouillon d'un rêve qu'il a eu. Ensuite, il a eu une bourse de l'Institut français aussi. Et en fait, il est parti en tournage avec des bourses d'écriture. En fait, mais bon, souvent, le documentaire, tu tournes avant d'avoir l'argent. Il faut que tu commences, quoi. Alors, des fois, c'est des vrais repérages. Des fois, on les appelle repérages filmés, mais en fait, c'est des tournages, c'est des images et des sons qu'on va garder par la suite, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour ce film. Et puis, il y avait la réalité politique et individuelle des personnes qui étaient en train de se passer. Enfin, il a tourné entre 2016 et 2018, sur 2 ans, avec plusieurs sessions de tournage. Mais voilà, quand il a commencé le film, Jason, il était en prison. Et il savait que dans le cadre des accords de paix, il allait avoir des guerrieros phares qui allaient être graciés et qui allaient sortir de prison. Et Joris et d'autres gens sentaient que Jason allait sortir. Donc il y avait quelque chose à saisir sur le moment. Donc ces bourses à l'écriture qui sont censées t'aider à avoir du temps pour travailler ton film. Lui, il a fait les deux en même temps, quoi. Il a écrit et il a commencé à tourner. Et puis après, il y a eu des aides au développement de la région sud. Il y a eu l'aide au développement du CNAP aussi. Et puis après, des aides l'aide à la production de la région sud aussi. L'aide au développement, il a eu aussi le CNC FAIA en écriture, qui débloque automatiquement l'aide au développement. Et ensuite, il a eu l'aide au développement renforcé du CNC. Et tout ça, c'est assez vite enchaîné. Mais je crois, je suis pas sûre, encore une fois, j'étais pas là, mais pendant la première année et demie et les premières sessions de tournage, c'était vraiment avec les bourses d'écriture qu'il a financé son tournage. Et là, il n'était pas accompagné à ce moment-là? Non, en fait, il avait une association qui lui avait permis d'ailleurs de faire son précédent film. Qui n'était pas une boîte de production, mais qui avait dans ses statuts aussi pour objet de faire des projets artistiques.
Et Mujo s'est monté, donc Mujo c'est la boîte de production et studio de post-production, s'est monté à ce moment-là avec ce projet. Enfin, c'est un peu l'envie d'accompagner ce projet qui a fondé Mujo. Et voilà. Après c'est pas un premier film. Son film précédent, il était sorti en salle, donc je crois bien que dans les guichets Bourse d'écriture ou CNC, il y avait quand même l'appui de son film précédent qui faisait que on avait quand même. Enfin, j'imagine que les commissions du coup avaient une bonne idée de son travail. Et puis voilà, c'est un film avec un sujet assez fort et assez inédit comme situation politique. Et donc il y a eu un engagement assez rapide en fait des commissions. Mais c'est sûr que dans un premier temps, faut le porter seul. Et puis heureusement qu'il y avait, il y avait Joris, il avait une caméra, mais puis après il y a la boîte qui s'est créée, qui s'est équipée aussi, donc il a pu avoir du matériel. Sur place, il y avait Julia Rostani, qui est sa collaboratrice de tournage, qu'il a rencontrée à Bogota, qui était liée à une association qui travaille en prison et qui l'a beaucoup aidé aussi sur le tournage, alors qu'elle a été payée aussi assez vite. Mais bon, disons que tout ça se fait quand même avec beaucoup de bonne volonté et d'énergie plutôt bénévole dans un premier temps. Il faut accepter de lancer ce pari, de dire on va avoir des financements et tout ce travail va être bien rémunéré par la suite, quoi. Mais oui, mais je sens bien que le fait que Joris ait fait ce film précédent, ça a beaucoup aidé aussi, quoi. Mais du coup, là, c'est le cas, par exemple, quand tu me disais que, donc pour Joris, mais tu me disais que tu avais produit d'autres premiers films aussi. Et du coup, comment on se lance dans un premier film avec un réalisateur comme ça qui vient avec un projet, quoi, et qui n'aurait pas justement le bagage de Joris? Moi, j'ai produit un film qui s'appelle Une bosse dans le cœur de Noé Rottenauer, et lui, il était déjà suivi par une productrice en Belgique et il tournait déjà. En même temps qu'il écrivait. Ouais. Et moi, quand je suis arrivée sur le projet, il y avait un truc à l'écriture qui n'était pas tout à fait trouvé et qui passait pas en tout cas en commission. Et donc on a passé 1 an à travailler ensemble sur l'écriture. Et après, il y a quelque chose qui s'est... Enfin voilà, on a eu l'impression qu'on avait un dossier solide. Et puis voilà, après il y a des choses qui se sont débloquées en Belgique. On a eu de la chance d'avoir le soutien de la plateforme Tank en France. Et une fois que tu as un diffuseur dans la production, tu peux aller chercher d'autres financements de production. Donc ça c'est quand même super aussi d'avoir des diffuseurs qui se positionnent sur des premiers films et qui disent ok, je vois quelque chose là, j'ai envie d'y aller. Et en fait ça aide aussi beaucoup. Il a eu la SCAM aussi, et voilà, c'est sûr que toutes ces premières aides d'écriture ou voilà, une plateforme aussi qui dit j'y crois, je préachète le projet. Après ça débloque tout un tas de choses. Enfin, sur l'histoire de ce premier film, c'était ça, quoi. C'était la SCAM, Tank, et puis après en Belgique il y a eu la RTBF, et puis il y a eu des fonds de production en Belgique et puis en France. Mais voilà, ça faisait déjà 4 ans qu'il tournait. Qui tournait pas H24 à plein temps, mais quand même, quoi. Mais avec son matériel, tout seul. Oui. Et en fait, lui aussi, il avait eu d'autres bourses en Belgique et en France, donc je ne me souviens plus exactement le nom. Mais il a utilisé ses bourses pour rémunérer un petit peu du prêt de caméra. Il a travaillé avec une chef-op aussi qui l'a aidé. C'est encore une fois des histoires de gens sur qui on peut compter, de bonne volonté. Et voilà. Et c'est vrai que dans les financements, les étapes, c'est écriture, développement, production. Mais on sait quand même que dans le documentaire, tout ça est assez vite entremêlé dès le départ. Ouais. J'ai une question.
film de Joris. Ils se sont positionnés à quel moment Euh, teaser, oui, il y avait un teaser. En fait, en 2021, Lynn travaillait encore en production sur le film et ils ont présenté le film à l'industrie de vision du réel à Nyon. Et il y a eu le prix du projet le plus prometteur dans le Work in Progress. Et voilà, et à ce moment-là, il y avait Racha Salti, qui est la chargée de programme de la Lucarne, qui était dans le jury, qui avait repéré le projet, du coup. Et en fait, on est allé la voir 6 mois après, un peu plus. Et elle a dit, moi, j'ai envie de m'engager sur le projet. Et ça s'est fait en 2022. sur Rough Cut? Non. Elle a vu un ours de montage, mais c'était aussi sur dossier, sur extrait, mais le film, elle le savait très bien, était tourné, était en plein montage. Le montage, vraiment, il s'est achevé juin-juillet 2022. Donc il y avait déjà quelque chose de très avancé. Mais après, ce qu'elle a vu, c'était le montage de Transfariana, la version cinéma. Et après, il fallait imaginer aussi la version pour Arte qui fait 50 minutes de moins, qui est une autre version du film, mais qui est très proche, quoi. Et oui, elle avait vu quand même quelle allait être la structure du film, et puis le film était déjà très posé à l'écrit. Voilà, c'était... Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions par rapport aussi. Enfin, parce que là, on parle, mais évidemment, s'il y a des questions. Du coup, la production de la région, elle est intervenue après l'engagement d'Arte. Avant. Et du coup, vous l'avez fait avec Cinéma. Avec Tank. Ah, Oui, parce que j'ai oublié de dire que, en fait, les premiers qui se sont engagés, c'est Tank. D'accord. Donc en audiovisuel, avec Tank, vous avez eu la prod. De toute façon, ce film, il a été produit qu'en audiovisuel. Et c'est du coup difficile aussi d'aller chercher un distributeur parce qu'il faut avoir eu des financements cinéma pour avoir l'agrément qui fait que les distributeurs peuvent avoir des aides à la distribution par le CNC, disons des aides automatiques. Et après, il y a des aides sélectives et tout ça. Mais c'est souvent ce qui bloque, quoi. Non, ce film, il a été entièrement financé en audiovisuel. D'accord. Ah ouais. Et c'est vrai que j'avais oublié de parler de Tank. Et en fait, Tank qui du coup a aidé à la production. Tank, ils apportent beaucoup de soutien. Leur apport, il est principalement en industrie. Ils mettent un petit peu de numéraire sur la table, mais c'est surtout leur studio de post-production. Voilà. Et puis ça débloque du coup l'accès au fonds de production. Évidemment, la région Sud, on n'aurait pas pu le déposer ça vous a vraiment permis sans de Tank. rentrer en propre. Bah oui. Ouais. Merci Et de faire le m'avoir. montage et tout ça. J'imagine. Ouais. Non, mais je sais pas, je crois que Tank est super important aussi, de ce que je vois dans l'accompagnement aussi de documentaires de création, de premiers films. Ça débloque beaucoup de choses. Moi, je le vois sur ces 2 projets-là. Un 3e projet qu'on a produit à Mujo, qui est aussi soutenu par Tank. Ouais, des chaînes locales aussi comme Lyon Capital TV, nous dans notre société on en a fait 4 avec eux. C'est vraiment, parce que encore une fois les grilles sont faites comme ça, il y a peu de cases pour la télé classique, quoi. Donc, les chaînes locales en fait sont très précieuses. Ça dynamise complètement l'industrie documentaire. D'ailleurs, on travaille avec eux justement. Le prix, c'est d'avoir une diffusion à la télé France 3 Corse aussi. Mais moi, j'avais aussi une question, c'est toi, Alia, qui fait des films assez hybrides, entre documentaire et fiction.
justement, tu avais l'air, enfin, tu avais un peu entamé cette réflexion sur la difficulté aussi de produire ces objets-là, enfin, ces objets filmiques-là, parce qu'ils ne rentrent pas au moment de la production, enfin, ni dans la case fiction, ni dans la case documentaire. Mais du coup, alors, comment tu t'en sors? Et en plus, tu vas continuer à faire ça probablement. Et c'est quoi tes perspectives, tu vois, par rapport à ça? Là, j'aimerais bien pour la première fois essayer de aller dans le documentaire vraiment. Ok. Là où j'ai l'impression que le scénario est un peu moins important. Et puis sinon, l'argent de l'art contemporain Ouais. est aussi plus facile d'accès. Et puis moins regardant sur les formes finales. Donc c'est un peu Et puis là, de toute façon, mon prochain projet, je vais le faire aussi avec le Frénois. Tu vas faire quoi, pardon? Je vais le faire aussi avec le Frénois. Ce qui, malgré tout, a tendance à débloquer aussi pas mal de choses après. C'est-à-dire, tu veux dire en termes de diffusion? En termes d'hybridité, justement. Ouais, Vu que d'accord, c'est une école, c'est une boîte de production qui produit à la fois de l'art contemporain, à la fois du cinéma, à la fois du documentaire. Du coup, les gens aussi s'attendent à avoir des choses hybrides avec eux. Donc je compte un peu là-dessus peut-être. Mais ouais, et puis peut-être continuer à écrire des faux scénarios. Je me dis que ça sert à quelque chose aussi. Je sais pas trop, mais enfin tout essayer un peu. Ok. Voilà. Et toi, les perspectives de production? Alors production, pour le moment, la All About Film, c'est une structure un peu dormante qui va me permettre juste de terminer la diffusion d'OPD. S'il y a un achat chaîne, par exemple, ça me permettra peut-être d'avoir un petit peu de fonds pour investir sur un prochain projet. C'est vraiment la production, je ne me projette pas en tant que producteur, je ne crois vraiment pas avoir les compétences qu'il faut. Par contre, la réalisation, oui, c'est vrai, le prochain projet, c'est la fiction. Je vais sortir du documentaire. Là, j'ai donc un projet qui a eu une aide à l'écriture de la région de Corse et que j'ai voulu coécrire, pour le coup, avec une co-scénariste. Donc on l'a écrit à 4 mains, enfin à 2. Et voilà, la prochaine étape, c'est la fiction. Toujours la Corse. Je crois que mes 4 prochains films, 2 prochains courts-métrages et long métrage hybride, ce qui sera peut-être 2 moyens métrages assemblés, ça va être la Corse, toujours la thématique. Je crois que c'est cette thématique qui me porte plus. Et je veux sortir aussi de la thématique LGBT. M'enfermer dans quelque chose. Le prochain film, ça va aborder la question de la condition féminine, du rapport hétérosexuel que je trouve pas si évident que ça. Et voilà, prochaine fiction dramatique et celui d'après sera une comédie. Je veux qu'à chaque film, il y ait un élément qui change en fait dans le rapport au travail, à la réalisation. Et là voilà, je veux aller vers la fiction. Moi je viens de là beaucoup en tant que technicien aussi. Le documentaire a été une excellente école. On en discutait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi il a fallu... on n'avait plus de budget pour avoir une équipe, donc il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire moi-même. Je suis allé faire des prises de vue. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il y a Aurélien qui témoigne, qui est le seul, pas corse justement, mais qui s'est fait agresser à Ajaccio. En au moment de son agression, le moment où il me donne un premier témoignage, il est encore, je pense, beaucoup dans le traumatisme de l'agression. Donc c'est très confus et il a fallu encore attendre 1 an avant qu'on refasse un entretien, mais qui était cette fois-ci beaucoup plus simple à monter aussi, beaucoup plus digéré en fait. Donc tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus, je me suis perdu. Tes perspectives? Les perspectives, oui, ça m'a beaucoup formé parce que j'ai dû faire les choses moi-même techniquement. Je me sens beaucoup plus... Oui, l'école du documentaire. Ouais, l'école du documentaire m'a beaucoup appris au plan technique aussi de la prise sonore, de la prise de vue. Et donc je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant d'envisager de travailler en équipe sur de la fiction qui est quand même beaucoup plus lourde parce que j'ai compris aussi la patience que ça représente de faire des prises de vue, de poser un cadre, de s'assurer que le son est pas trop mauvais ou plutôt bon même. Enfin, voilà. Je me sens beaucoup plus rassuré dans mes capacités à pouvoir accoucher d'une forme, faire un film. Et même au plan technique, j'ai beaucoup moins peur de la technique que j'en avais avant en fait. Voilà. Donc la fiction est quand même beaucoup plus lourde au plan technique me fait. Et puis bon, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sur des plateaux, donc je me sens prêt en fait à aller vers ça. Raphaël et Léonore. Sur les prochains projets, c'est ça? Sur les perspectives de production, de réalisation, enfin en tout cas. Là, moi j'ai un projet de court-métrage expérimental.
mémorisation avec Cédric Dupire qui était le chef opérateur sur de Serpatane. Donc là c'est en écriture, mais voilà, une forme beaucoup plus courte, très différente. Voilà, là j'avais envie de faire complètement quelque chose de différent. Pas de suivre des personnages, mais plutôt d'explorer une forme différente. Et là, tu vas te tourner vers quel guichet du coup? Aide à la contrib, CNC, aide au court-métrage, production court-métrage. On a eu l'aide à l'écriture de la région sud, les aides au court-métrage. Ok. Et puis après, je pense que j'ai envie de me relancer dans un projet au long cours, mais plus proche de moi, peut-être à Marseille, mais pour l'instant, je ne sais pas. Pas à l'autre bout du monde. Non, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Ouais. Puis j'ai appris l'hindi pendant des années, là, je crois que je fais une pause. Sinon, je vais faire un truc dans ma langue, je fais Ouais. plus simple. Et toi, Raphaël? Moi, je pense que je vais continuer à produire des films documentaires. Mais j'ai envie aussi d'aller sur des projets un peu hybrides. Et il se trouve que là, il y a deux réals qui me proposent des projets un peu hybrides, enfin, qui ont des pratiques documentaires, mais qui ont aussi envie d'essayer des dispositifs un peu plus fictionnels. Mais pas avec la lourdeur d'une équipe de fiction, d'un tournage de fiction, etc. Ce qui n'empêche pas, je pense, en tout cas, qu'ils ont envie d'écrire des vrais scénarios, quoi, de ne pas écrire que des traitements documentaires. Et après, je me dis, pour essayer de les produire, enfin, du coup, ça me faisait penser à ce que tu disais, on peut aussi, par exemple, le fonds d'innovation audiovisuelle du CNC, c'est quand même... oui, c'est pour le documentaire, mais tu peux avoir des formes quand même, pas que du cinéma direct en tout cas, et que la forme les intéresse aussi pas mal. Et du coup, je me disais, pourquoi pas essayer d'aller via ce guichet, faire les étapes, si on y arrive, écriture, développement renforcé. Et ensuite, voilà, si la perspective c'est d'en faire un film cinéma, essayer peut-être de sortir de ces cases fiction et documentaire et faire ce parcours-là et ensuite dire ok, là maintenant on va chercher une distribution pour avoir l'ambition d'une sortie salle et on peut aller à l'invence sur recette CNC, peu importe que tu fasses de la fiction ou du documentaire, c'est pour la sortie salle. Donc voilà, tu peux avoir un parcours et puis tu peux aussi, sans mentir, dire que tu tends vers ça et puis au fur et à mesure le film il trouve une forme et développe d'autres tiroirs peut-être plus fictionnels et tout ça et je pense j'aimerais bien essayer en tout cas de défendre des parties de films comme ça, voilà, parce que j'aime autant la fiction que le documentaire et que j'aime bien l'idée qu'on puisse un peu s'affranchir aussi de ces cases-là, quoi. Ouais. Et que j'ai l'impression que peut-être on peut y arriver en France avec les différents guichets de financement public. Voilà. Et en même temps, on n'a pas trop de guichets justement hybrides, quoi, qui s'appelleraient nouvelles formes. Il y en a aussi quelques-uns sur les nouvelles formes, mais très peu finalement. Ouais, après il y a le CNAP où toutes les boîtes de prod de France déposent en mars au développement et à la post-production. Et voilà, mais ouais, je sais pas. C'est sûr que, en tout cas, je trouve que le fonds d'innovation audiovisuelle est curieux de formes un peu différentes. Enfin, ok. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je me dis qu'il faut essayer. Puis en plus, ils ont développé leur budget, le budget de ce fonds là depuis un an. Donc voilà. Il faut y aller. Ok. Je sais pas s'il y a des questions de votre côté. Et sinon, de toute façon, on va circuler, donc on pourra toujours continuer la discussion ailleurs. Merci. Merci.